Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Vivonex Dual Display qui a deux écrans, comme vous pouvez le voir ici et qui m'a été prêté par Phonedroid. Donc je remercie Phonedroid de me l'avoir prêté et même Esprit Newgen qui m'a passé le contact. Donc ce qui fait que je ne m'y attendais pas forcément et je n'y avais pas pensé. Mais ce qui me fait en tout cas plaisir puisque eh bien, je découvre Vivo qui est la marque qui me manquait un petit peu et que je voulais tester pour la partie sonore. Mais en plus de ça, ça me permet de compléter ma petite collection, mon petit Pokédex de toutes les marques que j'ai pu tester à moins de 20 000 abonnés. Et puis surtout, en fait, ce qui est sympathique, c'est qu'on est sur une solution alternative au Vivonex S qui lui utilisait un système motorisé pour cacher l'appareil photo à l'avant. Ici, Vivo a décidé d'utiliser une autre chose, c'est deux écrans. Donc vous avez cet écran là et vous avez le deuxième écran au dos qui va permettre de faire les selfies en fait. C'est un peu ce qu'il y avait eu avec le Meizu Pro 7 il y a longtemps mais avec un tout petit écran. Ici, comme le Nubia X, il y a un grand écran. Là on a vraiment un grand écran qui prend vraiment toute la surface et qui est en 16 neuvième. Donc ce qui fait que ça revient à quelque chose d'assez similaire à de ce qu'on avait avant. Donc ça fait un peu bizarre de revenir à un tel format. Mais ça fait assez bizarre de redécouvrir ça. C'est une solution qui est intéressante à découvrir parce que c'est une bonne alternative à un système qu'on pourrait nous croire pas fiable. En tout cas, pour l'instant, rien ne nous indique le contraire. Mais au moins, c'est un autre test. Ça propose une idée différente. Et puis, Vivo a voulu tester et mettre ça sur le marché. Qu'est-ce que ça vaut réellement? Qu'est-ce que m'a fait le smartphone? On va voir ça tout de suite, sachant que il est vendu 770 € sur Phonedroid. Il a 10 Go de RAM, 128 Go de stockage, un Snapdragon 845, un IMX 363, une puce son qui est un AK4376A de Akaishi et je ne sais plus qui. Je vous mettrai ça, je vous en parlerai dans la partie son. Ce qui fait que, en gros, il est très très bon en son, puisqu'il a la dernière puce son de chez Akaishi et je ne sais plus quel est le nom de la marque, c'est Eka. Et donc qui est une alternative à un des meilleurs DAC qu'il y a actuellement au monde sur le marché audiophile. On a la version mobile de ce DAC, et ce fait que ça va être très intéressant à découvrir. Et ça, je vous en parlerai parce que la partie son est en plus de ça très particulière. Donc ce qui fait que je vais vous faire découvrir Vivo, je vais vous faire découvrir la solution avec le double écran, et en plus de ça, l'un des meilleurs smartphones, en tout cas l'une des meilleures marques au monde, dans la partie sonore pour les smartphones. Lost all of your dreams, the night is harder. My shadows, they follow you. My shadows, they follow you in the darkness. Au niveau du design, on a l'avantage à l'avant d'avoir un côté full borderless. On va faire le tour du propriétaire déjà pour voir ce qu'il y a comme différence. Donc nous avons les boutons power et volume plus moins à droite. Au-dessus, nous avons la prise jack, à gauche le micro secondaire. Vous avez ici le bouton en fait qui va permettre, en tout cas quand on est dans cette face-là, de changer d'écran et qui s'appelle juste Vivo. Vous avez ensuite en dessous, comme ce qu'on peut retrouver chez les Oppo, le port SIM, Dual SIM qui est présent ici, le port USB Type C, le haut-parleur, les antennes que vous avez ici alors qu'ils étaient sur les côtés ici et ici, et vous avez le dos. Le dos qui donc a l'apparition Nex en bas, vous avez ici le flash, vous avez la double caméra, la caméra 3D ici, qui est présente pour le déverrouillage entre autres, le capteur laser, ainsi que, ici, en tout cas, on a le capteur laser. Ici, je ne saurais plus dire exactement ce que c'est. On en reparlera dans la partie photo. Je vais me renseigner un petit peu entre-temps. Alors, on est sur un test long. Ce qui fait que, aussi, nous avons ici le haut-parleur qui, en fait, fait bien le tour ici. Donc, ce qui fait que, quel que soit le côté où vous êtes, vous allez diffuser le son. Il est bidirectionnel. On peut voir au dos qu'on a aussi une petite bande bleue ici en haut et en bas. Donc, ça donne un petit côté sympathique. Qui donne un côté juste à l'extérieur, en fait en haut et en bas, un peu bleuté, ça donne un petit design. On a l'écran qui est présent ici, donc on peut voir un écran 16 neuvième en 1080p.
Et alors il a une autre particularité, c'est qu'en plus de ça, donc alors je ne sais pas si c'est le même verre ou si c'est un verre différent, mais euh, ça semble être le même verre. Ce qui fait que en gros, vous avez ici une bande que vous pouvez voir en fait, qui peut un petit peu entrevoir, qui ressort un petit peu, qui va être la bande LED, donc pour les notifications diverses et variées. Vous avez aussi un double flash ici qui va être plus léger pour faire des selfies, pour ajouter un petit peu de clarté sur vos photos. Aussi, donc, on a ce côté 16 neuvième. Alors, comme on est sur un format 18 ou 19 neuvième, enfin 19 neuvième, pardon, eh bien, on a un côté très étiré, mais on est sur du 16 neuvième avec un haut un peu plus étiré puisqu'il y a la partie photo. Alors après, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi on a ce cerclage ici, puisqu'on a la partie photo, mais on a cette partie-là ici, je la comprends pas trop. On en reparlera, mais ce qui fait que c'est un peu particulier, parce que rien que par exemple pour le déverrouillage, vous avez soit le lecteur d'empreinte ici pour déverrouiller à l'avant, mais vous avez aussi, pour le déverrouillage au visage, vous l'avez ici. Donc là forcément je suis derrière, mais ça va être au visage, et c'est avec une caméra en plus 3D, donc ce qui fait que ça fonctionne aussi la nuit. Donc ça, c'est des choses un peu sympathiques mais particulières. En tout cas, vous pouvez déverrouiller de deux façons différentes, un par côté. Honnêtement, c'est très particulier, mais les deux sont efficaces, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Dans les choses un petit peu particulières que je note, alors, le cerclage fait un petit peu le design de ce smartphone, permet de donner le côté un peu particulier, notamment la bandelette qui est très sympa pour les notifications ou la recharge. C'est quelque chose que j'apprécie. Vous avez l'écran 1080p qui pose problème. Pour moi, parce que, en fait, et vous devez le voir ici, alors je ne sais pas si ça se voit bien, mais en gros, l'écran ressort beaucoup. L'écran n'a pas la même teinte que le châssis, que cette partie-là ou cette partie-là, et pour moi, ça pose problème. Parce qu'en effet, l'écran, c'est quelque chose de secondaire, et on est censé avoir un dos un peu plus uni. Ici, on a deux teintes différentes, ce qui fait que j'apprécie pas réellement le fait que l'on voit en fait cette différence de teinte. C'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup de problèmes, notamment par rapport aux encoches, mais le fait que ce soit tout le dos, ça pose encore plus de problèmes, et c'est quelque chose qui, moi, me perturbe visuellement. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a droit donc au côté borderless, complètement borderless à l'avant, avec une encoche, enfin un menton qui est très fin. Donc pas de souci de ce point de vue-là. Autre chose que j'ai appris dans la vidéo de Jerry Rig Everything, que j'aurais jamais douté si je n'avais pas regardé la vidéo, parce que c'est vraiment très particulier, c'est que cette partie-là, cette tranche, elle est en métal. Donc ça semble évident comme ça, mais dans la réalité, quand vous le touchez, je pense que c'est le traitement qu'il y a, le toucher fait très très plastique, mais vraiment complètement plastique. Ça, c'est très particulier. Chose que je note de positif par contre, et qui est aussi un peu particulier, mais qui fait partie du design, c'est que les pourtours, alors là par contre, je suppose réellement que c'est du plastique, c'est peut-être ça qui perturbe à mon toucher, ce sont les cerclages bleus autour des écrans. C'est ce qu'on a en général en plastique autour des écrans, et qui est en général noir, que vous pouvez voir sur quasiment tous vos smartphones. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un côté un peu plus bleu, et ça va jouer vraiment avec l'angle où, en fait, ce bleu-là va être plus noir, ou ça va être ce bleu-là qui va être plus noir. Donc on a vraiment ce côté-là, et on a ce côté vraiment devant et derrière. Donc des deux côtés, on a ce côté-là. C'est tout bête, mais ça a son impact en termes de design. C'est assez joli, puisque tantôt ce sera cette partie-là qui sera foncée, tantôt ce sera donc cette partie-là, vraiment selon comment on la regarde, selon comment la luminosité arrive. C'est quelque chose qui est appréciable en tout cas, et on peut même voir en fait ce dégradé qui se fait au milieu où c'est tout noir, alors qu'en haut c'est tout bleu. Donc c'est vraiment sympathique, ça donne du cachet au téléphone. Ce qui va vraiment perturber à l'utilisation, j'en reparlerai sur la surcouche, c'est le fait qu'on a un bouton ici pour le changement d'écran. Et en fait, ce sera toujours le bouton de gauche qui vous permettra de changer d'écran. Voilà. Si vous mettez le bouton de droite, eh bien, vous allez verrouiller simplement le smartphone. Voilà un petit peu déjà pour cela. En soi, le design du téléphone ne me fait pas grand-chose. Je vous avoue que, alors, je n'ai pas testé le Vivo Nex S, mais je l'ai vu. Le côté motorisé me plaisait plus, il y avait un côté beaucoup plus futuriste qui était présent. Ici, le double écran ne fait absolument rien et fait même, je trouve ça même très bizarre. Ce que je disais dans la prise en main, qui est toujours valable ici, et je confirme, et ça reste mon point de vue, c'est que je préférais la solution que proposait le Meizu Pro 7. Et je pense que même avec ce cerclage, j'avais moyen de faire autre chose. Pour moi, le fait d'avoir mis un écran entier n'était pas la bonne solution. Et c'est une solution que je trouve très très bizarre, très perturbante, surtout pour l'utilité qu'on en a.
Un écran à la Meizu Pro 7 avec quelque chose qui soit bien intégré au châssis, avec de la même teinte, quel que soit l'angle. Alors, quel que soit l'angle, ce sera beaucoup plus compliqué, mais de la même teinte aurait eu un meilleur effet et peut-être créer quelque chose autour de cet écran pour l'intégrer au design et l'assumer complètement, entre guillemets. C'est très très particulier ce que je veux dire, mais ce qui fait que je préférais la solution du Meizu Pro 7 parce que c'était un écran d'appoint en fait. C'était un écran d'appoint qui était là pour justement juste prendre des photos. Et c'est ce qu'on demande à ce téléphone, c'est que justement on ait ce borderless pour avoir toute la partie photo ici. Et une partie photo qui soit légère. Ça aurait pu prendre beaucoup moins de place et avoir un côté un peu plus d'appoint et avoir peut-être autre chose autour qui permette peut-être de l'assumer. Après, je ne sais pas, des petites bandes LED ou je ne sais pas exactement quoi en soit derrière, mais quelque chose de plus, entre guillemets, discret. Là, ça fait monstrueux et ça perturbe réellement parce que ça rappelle vraiment les anciens smartphones. Et le fait d'avoir un écran de chaque côté complet est très très bizarre. Mais je reparlerai dans la partie surcouche, c'est qu'en plus de ça, dans l'utilisation, il y a des petites fonctionnalités, mais ça marche pas à mon sens. Ça marche pas. Mais en tout cas, le design en soi est propre, il est plutôt bien foutu. On a quelque chose qui reste haut de gamme, donc il n'y a pas de souci. Mais le toucher fait plastique, la différence de teinte avec le reste de la partie arrière bloque un peu. Là, ça me dérange moins en fait, parce qu'on sait qu'on a un écran total, on a juste le menton. Mais ici, ça me dérange plus parce que ce n'est pas censé être normal déjà à la base. Et le mieux est de le cacher, ou en tout cas de faire en sorte que ce soit le plus discret possible. Ici, c'est pas encore assez discret, en tout cas à mon sens. Donc, ce qui fait que c'est ça. Il manque aussi pour un haut de gamme le double haut-parleur. Alors, on a un haut-parleur qui est assez large, ici, qui est bidirectionnel, mais en fait, c'est juste ici que le son va sortir. Pour ça, c'est des petites choses comme ça qui fait que, pour l'instant, c'est un peu particulier. Donc, il y a ça. Voilà, après, pour l'instant, c'est ça. En tout cas, après, il y a des choses intéressantes. On en reparlera sur la partie surcouche tout de suite. Pour la partie surcouche, je vais vous refaire le topo pour la partie écran, mais on a deux écrans qu'il va falloir gérer. On a le lecteur d'empreinte à l'avant qui marche plutôt bien, comme vous pouvez voir. Donc, c'est le lecteur d'empreinte optique qu'on a comme sur les Oppo, donc pas de souci de ce point de vue-là. Il est plutôt réactif et vous avez le déverrouillage 3D qui est présent ici et qui fonctionne de nuit. Donc là, il me voit un petit peu mal, je suis pas forcément... Voilà. Donc, ce fait que vous avez vraiment deux écrans, la même interface, mais qui fonctionnent différemment. C'est très particulier. Pour changer d'écran, vous appuyez toujours sur le bouton gauche pour revenir à l'un ou l'autre écran. Donc ça, c'est la petite chose à savoir. Hop. Ce qui fait qu'on est sur FunTouch UI, et FunTouch UI est très perturbant. Il y a des choses très particulières, on a vraiment l'impression ici que Vivo, alors je confirme que c'est bien FunTouch parce que je ne suis pas certain, oui FunTouch OS, pardon, qui est donc ici, alors hop, on a 10 Go, hop, on est sur quelle version exactement? La 1.7.5, et tout le tout en version Android 9. Donc un peu plus à jour que ce que propose pour l'instant ColorOS sur les versions globales. La première chose, c'est que on va pouvoir appeler ici le centre de contrôle. On ne l'a pas sur l'Oppo puisque c'est présent normalement ici. Ici, c'est présent ici. Le centre de contrôle, hop, on va enlever ça parce que ce sera mieux en termes d'écran. C'est clairement perturbant et ça fait trop Apple à mon goût. Ça fait très trop Apple. Alors, on a pas mal de petites choses, on a plein de raccourcis ici, on a le volume qui est ici, on a la luminosité qui est ici et qu'on peut désactiver ou non. Mais par exemple, ici, on voit bien qu'il y a quand même un problème puisque les paramètres, que j'ai cherché longtemps, les paramètres sont ici en fait. C'est pas logique. Tu le mets pas ici, le truc paramètres. Parce que pourquoi ce n'est pas au même endroit que d'habitude? Parce qu'ici, on a ici scène intelligente, donc c'est pour avoir des infos, c'est ce qu'on a normalement en fait ici, mais c'est pas la même chose. Et honnêtement, je ne sais pas exactement, je sais pas exactement, c'est une scénario sélectionné, une carte de regroupement d'informations sera générée. J'en ai jamais eu besoin, ça m'a jamais été utile. Clairement, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce qu'on l'a aussi là. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà, vous pouvez descendre, vous avez ça. Vous avez autre chose aussi, avant de parler des paramètres, c'est le nom de certaines applications. Vous pouvez le voir, vous avez pour le lecteur audio iMusic.
vous avez Vivo Cloud, vous avez iRuler, donc qui va permettre pour justement avec le capteur 3D de générer des choses, mais il y avait une autre application que je voulais vous montrer, qu'il faut que je retrouve. Vous avez VApp Store quand même, qui aurait dû pour moi être le reste aussi, VMusic. Vous avez Item. C'est très très Apple et c'est un Apple qui est pour le coup un peu plus entre guillemets dégueulasse à mon sens. Et vous avez voilà iManager. Alors je veux bien qu'on aime Apple, hein, mais Vivo, les mecs, faites au moins semblant. Juste ça quoi. Quand déjà on n'aime pas forcément Apple, voir ça, ça aide pas beaucoup et ça aide pas beaucoup pour l'image de l'OS. Mais effectivement, c'est vraiment pire pour le coup entre guillemets que Oppo. Si vous aimez bien cette image un peu entre guillemets assumée, parce que là c'est presque assumé, j'ai envie de dire, presque parce qu'il y a des trucs, c'est VApp OS, enfin VApp Store, mais iMusic, il y a un truc qui est pas logique. Donc ce qui fait que c'est très particulier, et ce qui fait que moi j'aime pas vraiment cette surcouche. Par contre, elle a l'avantage face au Oppo d'avoir la partie notification. On a des petites icônes en haut. Ça a l'air tout bête comme ça, mais ces parties notification, hop, ce sera mieux comme ça. Cette partie notification, elle me manque beaucoup sur les Oppo, sur ColorOS. Ici, elle est présente et bah au moins, déjà ça de prix. Pour la partie, hop, ici, on n'a pas de choses particulières pour la partie paramètres sur le Wi-Fi. On a le réseau mobile, point d'accès personnel, Bluetooth, OTG. Donc là, ça fait un peu comme le système de Oppo, mais ce qui est bien, c'est que c'est moins caché. Il faut activer l'OTG, par contre, c'est désactivé dans les 5 minutes après non-utilisation. Donc c'est un peu plus restrictif. On a les touches ou les gestes, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc on a là exactement la même chose que ce qui est proposé par Oppo ou par OnePlus, c'est-à-dire à droite le retour. En fait, c'est exactement la même chose que ça, sauf que vous allez comme ceci, de chaque côté. Vous pouvez même choisir tout simplement. Donc, voilà un petit peu pour cela. On peut choisir si ça peut être une zone fixe sur l'écran, ou si c'est à droite, ça reste à droite. Donc on peut choisir aussi, parce que par défaut, ça va être comme ceci. Moi, je préfère comme ça, c'est toujours au même endroit. Alors, barre de d'état, donc vous pouvez voir, attention, on peut avoir des aperçus ou non. Alors, afficher sur l'écran verrouillé. Rappel, on peut déverrouiller l'écran, on peut mettre l'afficher le réseau, ce que j'ai fait personnellement. Afficher l'icône en dehors ou dans la batterie, donc ça, vous pouvez choisir aussi. Barre de données, voilà, bon, voilà, c'est les petites choses. Bon, là, forcément, j'ai plus de SIM dedans. Jovi, donc là, appareil photo intelligent. Donc, retouche du visage par intelligence artificielle. Donc, voilà, donc, pour analyser votre type de peau, teinte, sexe, âge, préférence précédente, afin d'appliquer la retouche de visage optimale. La retouche du visage intelligent vous permet de prendre un selfie parfait sans ajuster les réglages de retouche. Identification, il peut permettre d'identifier 17 scènes différentes, y compris les personnes, scènes de nuit, fleurs, bon, ça c'est logique. Et composition, donc là, lorsque l'appareil photo arrière est actif et le mode retouche du visage activé, vous pouvez activer la fonction de composition de portrait. Donc la distance, l'orientation et la position du visage, et recommande une position optimale du portrait dans l'interface de cadrage de l'appareil photo, qui repose sur le centrage de la composition et les règles d'or qui régissent. Donc il y a vraiment ce côté à photo qui est mis en avant par Vivo, beaucoup plus que celle d'Oppo, qui Oppo bah fait pas trop attention. Donc là c'est en gros c'est juste pour dire comment utiliser Jovi. Ça bon Jovi, ça la scène intelligente on a vu, on a un mode jeu aussi qui est présent. Donc il n'y a rien de spécial là-dessus. Pour la partie son, donc on a les choses classiques, on va à la partie Hi-Fi. La partie Hi-Fi, donc je le retirais dans la partie son, mais le gros problème, c'est qu'on a la prise en charge du Hi-Fi sur des trucs complètement cons comme Facebook ou Instagram, où clairement la qualité audio est clairement, bah, on s'en branle, mais clairement. Par contre, Deezer, lui, n'est pas du tout détecté. On a quand même Google Play Music, mais Deezer n'est pas détecté. Je ne l'ai pas testé pour Spotify. D'ailleurs, on va tester tout de suite. Hop, Spotify. Musique et balados. Hein, on fait plus des balades, on fait des balados. On a d'ailleurs, bah, hop, comme ça permet de vous montrer. Donc on peut bloquer des applications. Donc pas de souci de ce point de vue-là. D'ailleurs, on peut faire ça. Et en fait, alors, pour faire les captures d'écran, ça va être comme ça. Et pour partager l'écran, donc si par exemple je fais ça, ça va être comme ça. Ce que je trouve, encore une fois, pas logique. Parce que, pourquoi je trouve ça pas logique? Quand quand vous allez ouvrir le multifnet, pour moi, justement, hop, vous allez plutôt faire comme ça, puisque c'est quelque chose qui va... Enfin, oui, voilà, vous savez quelque chose qui va monter, alors que comme ça, c'est quelque chose qui monte. En soi, c'est pas logique, c'est, entre guillemets, pas design. Donc, hop, vous voyez même, d'ailleurs, Amazon Music n'est pas détecté. On a installé Spotify, on va aller regarder dans les options.
Spotify est pris en compte. Donc ce fait que ni Amazon Music ni Deezer n'est pris en compte, il y a juste Spotify. Donc pour ceux qui sont chez Spotify, vous allez pouvoir en profiter, et sinon, vous l'avez dans le cul. Donc ça parle de l'hi-fi, pourquoi activer le mode hi-fi, donc de la musique ou des vidéos en mode hi-fi peuvent vous apporter une expérience sonore pure et sans compromis. En gros, de décodage jag intégré, qu'est-ce qu'ils disent exactement? D'autres questions, donc ce qui fait que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Par contre, forcément, en mode hi-fi, ça va beaucoup plus consommer. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils aient activé en mode hi-fi, parce qu'il y a clairement un son qui est différent, mais ça j'en reparlerai. Et ce qui fait que c'est très très bizarre, mais je comprends pas du tout. Appuyez sur commentaire. Et on peut même pas en ajouter manuellement. Je trouve ça débile en fait. Si je fais ça, je peux pas en ajouter. Donc là-dessus, il y a vraiment quelque chose de mal foutu pour la partie hi-fi. Et je ne sais pas comment la forcer. Donc on a le mode de pas en déranger. Donc ça on a vu. L'écran double. On a une barre d'éclairage, donc appel entrant. Notification, appel en cours, chargement, lire de la musique. Alors effectivement ça, quand on lit de la musique, en fait, alors quand on lit de la musique sur iMusic uniquement. Alors. Mais en gros, là, voilà, et ce qui fait que ça illumine en haut. Et donc c'est une partie de l'écran ici qui s'allume et une partie dans la LED de notification. Hop, voilà un petit peu pour ceci. Alors c'est juste pour le fun. Minuteur de l'appareil photo. Alors je recommence pour la troisième fois cette partie. Donc, vous avez quelques autres petites choses. Vous pouvez partager vos humeurs, hop, et on peut le partager ici, et on peut le partager sur notre écran. Honnêtement, je ne vois pas du tout à quoi ça sert. Lever Mood, qui est tout simplement pour partager, vous pouvez choisir après quoi faire, et en fait, ça va faire ça. D'accord? Voilà, c'est tout. Bon, là, je l'ai verrouillé. Alors, on va reparler, hop, voilà, on peut choisir, où pour le faire, on peut en télécharger plein d'autres. Enfin, on peut en tout cas mettre ce qu'on veut, mais il y en a plusieurs qui sont proposés. Ouais, pourquoi pas. Mais il y a plein de trucs, par exemple, Vmood, Pain Earth, c'est pas traduit, ça devrait, par exemple. Jovi, qui ici, en fait, permet de montrer, en fait, comment faire une photo. Mais, oui, non, je l'avais montré. Hop, ici, après, on a protection visuelle globale. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire un truc. Vous avez portrait, donc là, c'est pour le verrouiller. Réglage de la température, bon, voilà. On peut juste régler ça. Affichage sur l'écran avant entier. Il n'y a rien qui est affiché en termes d'application. Ici non plus, alors qu'il y a des problèmes. On a, hop, ici, l'empreinte, ça, bon, ok. La sécurité, il n'y a pas de choses particulières à montrer. La batterie, impossible de montrer l'autonomie. En gros, vous n'avez rien qui vous dit combien d'heures l'écran est allumé. Mais quand je dis rien, c'est que là, on n'a rien. On n'a pas de minutes d'écran allumé, on n'a rien. Et ce qui fait que je ne pourrais pas vous dire quelle est l'autonomie exacte que j'ai. Ça va être un vrai problème et je vais faire une fourchette très large parce que je n'en sais rien. On a ici la RAM, donc on a les 10 Go, on peut voir comment c'est utilisé. Espace tampon, espace disponible, ok. On a les 128 Go, on peut libérer le stockage et installer OTG. Donc là, on peut aussi gérer ici l'OTG. Les autres paramètres, on a à propos, gestionnaire d'application, gestion des autorisations, les applis récentes. Flouter l'écran de contenu confidentiel. Easy Touch, qui va permettre d'avoir un petit point en fait pour rechercher les choses. Retouche du vidéo pour les appels vidéo. Donc ça, on peut le faire uniquement pour Messenger. Et pour quelques autres applications que je n'ai pas actuellement. Dateur, planificateur de tâches. Donc là, quand est-ce que changer le mode en fait de... Voilà. On a un manuel d'utilisation. Mais, alors, juste pour vérifier, c'est tout en anglais. Service après-vente. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Après, de toute façon, vous avez iPhone Android pour le service après-vente. Carte de garantie électronique. Voilà, ok. Plan activé. Gestion des téléchargements, ok. Accessibilité. Donc là, talkback. Mise à jour automatique des applications par Wi-Fi. Ok. Je sais pas pourquoi c'est là, parce que c'est pas... Voilà. Audio mono, sous-titres. Voilà, vous avez ce genre de choses. Bon, après, c'est classique. Vous avez toute la partie compte et quelques paramètres d'applications spécifiques. Donc, par exemple, les albums. Donc, ce qui fait qu'il y a... C'est pas logique. Rien que ça, c'est pas logique. Et là, on a tout ce qui va être mouvement. Donc, ici, on va avoir mouvement intelligent. Donc, des choses
qui va le réveiller. Donc on va faire quelques dessins, etc. On va avoir activation des activateurs 1, lever pour activer, toucher 2 fois, luminosité intelligente, donc ça va le réveiller dès qu'il va avoir de la luminosité, ok. Toucher 2 fois pour éteindre l'écran. Voilà, ce genre de choses. Déverrouillage par mouvement. Et normalement, si je fais ça, de toute façon, il est censé déjà le faire. Ah oui, non, c'est que ça, pour l'instant, ça reste noir, et il est actif uniquement pour cette partie-là. Recopie intelligent, donc là, pour envoyer des vidéos un peu ailleurs sur d'autres écrans. Là, on partage de l'écran de message. Donc là, ce qui est bien, c'est que si vous allez recevoir une notification Messenger, ça va vous montrer une pop-up, alors uniquement sur ces applications-là, et vous allez ouvrir en fait vous allez ouvrir carrément le double, la partie double. Ce que vous pouvez faire aussi, il faut regarder une vidéo. On va faire simple. Hop, vous regardez une vidéo. Hop, on va enlever le son. Ok. Hop, hop. Donc, et hop, vous recevez une notification. Pour ne pas couper la vidéo, ressortir, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez faire ça. Et ce qui fait que, par exemple, je vais sur Twitter. Alors, on va toucher au problème. Et en fait, sur Twitter, je vais pouvoir répondre. Et puis, une fois terminé, hop. Hop, je me suis gouré. Alors, une fois, hop, je la refais. Une fois terminé, vous appuyez, vous revenez sur votre vidéo. Comme si vous n'aviez pas bougé. Très honnêtement, bref, je suis pas convaincu. Je suis honnêtement, personnellement pas convaincu, après à vous de voir. Mais vous avez ça, partage manuel de l'écran, donc ça je vous l'ai montré. On a des systèmes à une main, le clavier, mot de passe, clavier motif, accès mini-écran par geste. Donc, ok. Donc ça peut être ce genre de choses, voilà. Capture d'écran, donc là le S-Capture, prendre rapidement, bah, ça on l'a vu juste avant. Clone d'application, vous pouvez cloner juste Facebook et Instagram, c'est tout. Ok. Et démarrage rapide, donc là on peut choisir. Quand l'écran est éteint, maintenez enfoncé le bouton réduction de volume pour activer et désactiver la lampe torche ou enregistrer, ouvrir, ok. Voilà, ce genre de petites choses. On a alors, pour les fichiers, on a quelque chose, alors c'est très coloré hein, comme truc, très rond. Donc c'est plutôt sympathique, c'est quelque chose qu'on a d'assez classique. On a après tous les fichiers qui sont ici. Et on peut faire du nettoyage ou contrôle PC nécessite le PC. Forcément, hein, c'est un peu logique. La partie photo, on en reparlera, il y a pas mal de petites choses ici en bas. Et plus tous les modes qu'il y a ici. Peut-être que c'est pas trop mal pensé. Peut-être que comment... Bon, ouais, ça m'inspire un petit peu. Vous avez la partie album, donc bon, tout à fait logique. Vous pouvez voir que je n'ai pas forcément beaucoup utilisé le téléphone. Hop, ici. Ensuite, nous avons la partie appel. Non, ça va. Ok. Vous avez iManager, qui lui, bah, vous pouvez voir, ça va être le truc classique. Nettoyage d'espace, recherche d'antivirus. Bon, moniteur de données. Donc là, c'est tout ce qui est info réseau, etc. Gestionnaire d'applications, livret de l'espace sur le téléphone. Sécurité des paiements. Bon, ça après... il n'y a rien de spécial en soi. Le blocage des appels, etc. Chiffrement d'applications, sauvegarde de données, gestion de la batterie, ici. Refroidissement du téléphone, c'est n'importe quoi. Nous sommes toujours à vous pour vous aider. Voilà, 7 sur 24, ok. Mais iManager, je trouve que le nom de l'application n'est pas du tout bon. Vous avez l'application musique ici qui est plutôt jolie. Et on en reparlera, il y a des petites choses, il y a Deepfield qui est présent, on en parlera dans la partie son. On a des notes, bon, voilà, notes Vivo, qui sont en français. Vivo Cloud, je vous ai montré. EasyShare pour partager rapidement des fichiers. Aucun trafic super rapide, voilà, c'est le chinois. Et par contre, voilà. Vivo.com, bon ça ok, découvrir maintenant. Caméra à musique, en fait, c'est clairement ça Vivo, c'est la caméra et la musique. Une partie pour ceux qui veulent... une partie pour les enfants, vous avez ça, vous pouvez verrouiller avec ce bouton là. La partie vidéo, hop. Calculatrice enregistreur boussole, les feedbacks, ici on peut en fait tout simplement, voilà, il va calculer combien de centimètres il y a tout simplement entre deux points, puisque ça peut, il va détecter, donc c'est intéressant, en tout cas le fait que ce soit présent.
Et voilà un petit peu. Alors, clairement, la surcouche, bon, elle est plutôt fluide, mais on est quand même sur une surcouche qui est très particulière, qui est très appelisée, et qui manque d'une certaine personnalité déjà, parce que les iTouch, iManager, iMusic, voilà quoi. La surcouche n'est pas mauvaise en soi, mais elle est trop appelisée à mon goût. Après, c'est personnel, bien évidemment. Mais c'est un peu particulier, il y a des traductions un peu foireuses, ça on l'a vu aussi. Bon, c'est logique aussi, hein, ça m'étonne pas, Oppo c'est la même chose alors qu'ils sont plus occidentaux. C'est fluide, et c'est sympa, mais c'est clairement trop appelisé, c'est sans trop de logique. Oppo est plus logique dans pas mal de petites choses, ce que je préfère, et c'est un peu plus occidental aussi. Donc à vous de voir si ça vous convient ou non. Après, il y a d'autres choses à parler, mais voilà déjà pour cette partie-là. Au niveau de l'écran, on a un écran qui est donc sur la face de 6.4 pouces en Full HD, 19 neuvième, donc quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et au dos, nous avons le deuxième écran de 5.5 pouces en 16 neuvième et en 1080p AMOLED toujours. Donc ce fait vraiment, on va avoir deux écrans d'à peu près la même qualité. Et donc on va pouvoir changer notamment, d'ailleurs je vais l'enlever, on peut mettre le mode lecture que j'ai mis ici, voilà. Et quand on va dans les paramètres, nous avons la possibilité, si je vais dans le bon truc, ici, donc on peut activer la protection visuelle à désordonnée ou non. Et vous pouvez aussi juste en fait gérer la température de couleur. Donc plus chaud ou froid selon ce que vous préférez. Globalement de base les couleurs sont plutôt bien et ça c'est mieux par rapport au Oppo. Oppo a tendance à saturer un petit peu les couleurs, un petit peu trop et ça a tendance à se voir. Ici le Vivo ça a l'air d'être quand même un petit peu le cas quand même, mais ça reste très léger. En plus on est sur une surcouche très colorée donc ça fait que ça aide pas en général à mettre en avant cette partie là, mais les couleurs restent quand même notamment le rouge en général a tendance à ressortir un peu, mais ça reste plutôt correct. On n'a pas quelque chose de vraiment abusé, ça va pas péter la rétine tellement ça va être saturé. Ça l'est quand même un peu, mais ça l'est moins que chez Oppo. Donc ça c'est une bonne chose. De l'autre côté, le deuxième écran, pareil, donc on a à peu près la même qualité au niveau des couleurs, mais par contre, c'est assez bizarre. Mais c'est pour ça d'ailleurs la prise en main, j'avais eu ce petit souci. J'ai pas l'impression d'avoir la même finesse d'affichage. Pourtant, on est toujours en 1080p avec un 5.5 pouces en 16 neuvième. Donc clairement, en fait, on a vraiment autant de pixels affichés ici que ici. Ça ne change rien, en fait. On a juste plus de pixels affichés en haut et en bas sur l'écran principal. Mais il y a quand même quelque chose, j'ai vraiment cette impression où l'écran affiche comme s'il affichait du 720p. Où il y a quelque chose qui me dérange réellement sur ce deuxième écran, qui fait que j'ai pas l'impression d'avoir du 1080p. Autre chose aussi de plus important, après c'est aussi logique, donc on a un écran principal, la dalle tactile, clairement il n'y a pas de souci à se faire, mais par contre sur le deuxième écran, on a vraiment un tactile qui parfois a du mal à répondre. Alors là ça répond plutôt bien, mais il y a des fois où j'ai pas l'impression que le tactile est soit précis, soit très réactif. En tout cas il le semble moins, et ça se sent, il le semble moins réactif que celui principal. Donc ça c'est la petite chose, après il y a une certaine logique, le deuxième écran est là. Et oui, j'aime bien me faire tourner l'écran. Je trouve que ça fait style quand même. En fait, on sent vraiment que c'est plus un écran d'appoint qui va servir pour des petites choses. Il n'est pas fait pour être utilisé au quotidien. Donc c'est vraiment ça en fait qui me perturbe. Mais sinon, globalement, c'est un bon écran. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'est surtout que les deux écrans arrivent à avoir la même qualité. C'est juste que j'ai vraiment cette impression que c'est moins net sur cet écran-là. Même dans le fond d'écran, j'ai pas l'impression d'avoir la même netteté qu'ici. C'est très bizarre. Alors, est-ce que c'est un effet parce que l'écran est plus petit en 16 neuvième, je sais pas, mais j'ai vraiment cette impression-là. En tout cas, après, en termes de luminosité, donc, hop, ici, au minimum, ça va être plutôt bas, mais c'est pas le plus bas que j'ai vu parce que ça reste encore assez visible. Et au maximum, ça va être très lumineux, donc pas de souci de ce point de vue-là. Il est tout à fait correct là-dessus, donc il n'y a pas de problème du tout. De l'autre côté, forcément, on va avoir à peu près la même qualité. Hop, si il me repère correctement. Allez, s'il te plaît, repère-moi. C'est le côté pas pratique. Bon, on va le faire là. Il n'a pas l'air de me voir correctement. J'ai pas forcément les meilleures conditions lumineuses. Alors, donc ce qui fait que pour l'autre écran, on va refaire la même chose. Donc très lumineux, très peu lumineux, mais à peu près la même chose. Vraiment, on a l'impression que c'est vraiment le même type d'écran. C'est juste, forcément, ils ont raboté en haut et en bas, ce qui est logique. Donc, après, ça fait assez bizarre quand même de parler de deux écrans en même temps sur un même smartphone. C'est quand même présent, et ce qui est quand même bien, et c'est quand même vraiment bien là-dessus, même si je reproche par rapport à la teinte de fond, c'est que c'est exactement la même qualité. Clairement, en tout cas, là comme ça, je ne vois pas de différence, je vois pas vraiment de différence entre les couleurs sur l'écran principal et sur l'écran secondaire. Alors en plus de ça, on a ce défaut d'affichage qui est présent.
Mais hop, ici. Voilà, on a ce double espace, donc c'est un peu compliqué, mais ça va peut-être légèrement plus terne, mais c'est pas plus que ça, hein. C'est vraiment, là-dessus, ça se vaut vraiment, ce qui est plutôt une bonne chose, et ce qui fait que c'est pas forcément facile d'avoir quelque chose de très proche, et qui permet dans tous les cas, de faire attention. Donc voilà un petit peu pour ce double écran. Après, j'en ai parlé pour ce petit bug justement d'affichage qu'on peut voir quand on est sur des applications. Ça reste en 18 neuvième sur un écran 16 neuvième. Ça a été mal intégré là-dessus, ou en tout cas, il y avait un petit souci là-dessus. Vous l'aurez compris, on est sur la partie son, et donc là, on va parler de choses un peu intéressantes sur Vivo, puisque Vivo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu parmi les meilleurs en audio. Donc, ce qui fait que j'ai pu tester ce smartphone qui a un DAC audio. Alors, c'est pas les mêmes que ce qui est proposé dans les tout derniers Vivo Nex S. C'est quelque chose d'un peu plus milieu de gamme, puisque la K4376, on l'avait déjà eu dans le Oppo, le Oppo que je viens de tester, le Oppo RX7 Pro. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, qu'on voit dans des Vivo milieu de gamme. Et en fait, là, c'est son remplaçant. Donc là, ça remplace le AK4376. Là, on est sur le AK4377A. Après, il y en a qui ont été bien meilleurs utilisés par les derniers Vivo Nex S. Donc on n'est pas sur le meilleur DAC, mais on est sur un très très bon DAC quand même. Après, je ne sais pas ce qui est utilisé pour les amplificateurs pour la source. Donc ce qui fait qu'on a bien un jack qui est présent ici. Mais tout d'abord, avant de parler un peu plus du son, la partie haut-parleur, on n'est que sur un mono qui est plutôt correct et meilleur que ce qui est proposé par les derniers Oppo ou le OnePlus, donc on a un son un peu plus puissant, même s'il manque un petit peu de passe par rapport au OnePlus 6T. Ce qui manquerait, surtout qu'on a un côté bidirectionnel, c'est le double haut-parleur. Je ne sais pas si la puissance n'était pas au rendez-vous, mais en tout cas, ça n'a pas été fait. Donc pour l'instant, en tout cas, le groupe BBK ne semble pas être très friand du double haut-parleur. Ce qui fait que c'est correct, c'est sans plus. Maintenant, parlons du son et parlons d'une chose un peu particulière que j'ai déjà abordée dans la surcouche, la gestion de la partie Hi-Fi. La gestion de la partie Hi-Fi est très particulière puisque vous n'avez pas toutes les applications qui sont prises en compte pour gérer, pour être utilisées en tant que Hi-Fi, donc via le DAC parce qu'en gros, il doit y avoir le DAC de Qualcomm intégré par défaut, plus le DAC intégré par Vivo, donc le DAC, le AK4377A de chez AKM. Pardon. Et ce qui fait que, par exemple, Deezer ou Amazon Music ne sont pas repérés et on ne peut pas les ajouter. C'est quelque chose de dommage, donc ce qui fait que ce n'est seulement que ce qui est proposé par Vivo et ce qu'ils ont pris en charge uniquement. Spotify, qui est utilisé par beaucoup de monde, est pris en charge, donc ça c'est plutôt cool. Deezer, ça n'est pas possible, mais la partie Amazon Music non plus. Après, je suppose que Qobuz et Tidal si, ce qui serait logique, en tout cas si ça n'est pas, ce serait problématique. On va aller d'ailleurs quand même vérifier. On va installer Qobuz pour être sûr. Qobuz et Tidal. Mais normalement, c'est pris en compte. Et ce qui fait que, pendant que je vais installer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Quand vous allez être sur des applications qui sont prises en charge, vous allez avoir la mention Hi-Fi ici qui va être affichée. Ça veut dire que ça va passer par le DAC. Donc, ce qui fait que vous aurez quelque chose de bien meilleur. Vous aurez le son qui va passer par le DAC et clairement, le son n'a strictement rien à voir quand c'est sans le DAC, sans le mode Hi-Fi en tout cas d'actif. Je suppose que ça doit utiliser derrière une alternative logicielle et ça doit passer par le DAC qui consomme plus avec les amplis. Et ce qui fait que forcément, ça va consommer plus. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est pas détecté automatiquement ou ça n'est pas proposé de pouvoir ajouter Deezer parce que ce serait vraiment quelque chose de pratique. Mais ici, qu'on peut le voir, alors Tidal, vous voyez, alors on a Tidal et voilà, le truc débile, Qobuz n'est pas pris en compte. Qobuz est pourtant, en tout cas en France, plutôt connu pour être justement un concurrent de Tidal dans le côté très haut de gamme avec des fichiers très gros en fait. Et pourtant là, Tidal est bien installé, Qobuz aussi qui a été en premier installé, ce qui fait que là, ça pose un peu problème. Et ce qui fait que par exemple, moi pour Deezer, ce que j'ai dû faire pour pouvoir l'utiliser correctement avec le mode Hi-Fi et pouvoir comparer, c'est que j'ai dû les télécharger, les musiques. Alors bon, il existe des systèmes, j'en parlerai pas plus, mais j'ai dû passer par le lecteur natif pour télécharger en fait ce qu'il y avait sur Deezer, ce que je voulais écouter et quelques trucs que j'ai fait pour pouvoir les écouter et en profiter réellement sur le lecteur natif. C'est clairement pas pratique et clairement en plus de ça, on sent réellement qu'on n'a pas du tout la même qualité.
Pour comparer au Meizu 16e, qui est clairement ma référence à l'heure actuelle, un des meilleurs smartphones en termes d'audio, même si c'est pas le meilleur, puisque le Meizu 16 Plus a des meilleurs composants en soi, mais en tout cas, Vivo semble faire un peu mieux. On a un petit peu moins de bruit, donc le bruit un peu qu'on a en fond de vidéo, que vous pouvez entendre par exemple dans cette vidéo-là, ça a l'air d'être un peu mieux géré. On a l'air d'avoir quelque chose aussi, une réponse en fréquence qui est un peu plus rapide, et ça se sent réellement quand je suis avec les C16, les CCA C16, puisque j'ai vraiment l'impression qu'on a quand même quelque chose de un peu plus rapide, un peu plus détaillé. On a quelque chose qui semble un peu plus travaillé en termes de son. Le Meizu 16e pour le prix est excellent en termes de rapport qualité-prix. Ici, on est sur quelque chose de plus haut de gamme. Donc, heureusement quand même. On n'est même pas encore sur la meilleure puce son. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail de la part de Vivo. C'est un de leurs cœurs de métier comme Meizu. Et c'est quelque chose qu'ils mettent réellement en avant. C'est vraiment photo et musique. Et on sent clairement que la musique est maîtrisée. Néanmoins, il est dommage qu'on soit on n'ait pas le côté... D'ailleurs, je me pose la question, une autre question au passage. Qu'on n'ait pas ce côté natif en fait, ou qu'on ne peut pas choisir de l'activer par défaut ou non. Et ce qui fait que par exemple, si je mets YouTube Music, je pense que YouTube Music va être géré. Et je trouve ça complètement con que YouTube Music, et ben voilà. Donc par exemple, YouTube Music qui est tout simplement le système ici. Si on va dans paramètres IFI, YouTube Music n'est pas pris en compte, pourtant YouTube si. Comme quoi, pour l'instant, c'est assez mal géré et ça devrait être on devrait avoir la possibilité de gérer nativement ce qu'on veut ajouter ce qui est pris en charge ou non par l'IFI. Après, je pense réellement que pour ce système-là, dans certaines applications, ça doit déclencher un scénario qui permet de déclencher ce mode IFI et donc, dans le circuit interne et dans le logiciel, de passer par une autre solution pour contourner les limitations d'Android et les limitations derrière de ce qu'il y a dans les circuits avec le DAC Qualcomm, etc. Donc c'est un peu particulier, et là-dessus, par exemple, le LG V30 ou LG G7 ou encore le Meizu 16e sont beaucoup plus pratiques puisqu'ils sont tout le temps actifs et il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que ce soit le lecteur natif ou Deezer, vous aurez la même qualité sonore. Et ça se ressent réellement. Ici, on a un profond changement. Alors le Meizu 16e, je me prends pas la tête, je branche et je sais que c'est tout le temps actif et que ça passera toujours par l'amplificateur Cirrus Logic. Donc, ce qui fait que ça, c'est vraiment le point qui, je trouve, est négatif, parce que, pour le coup, c'est vraiment le truc sur lequel j'attendais Vivo. Alors, le son est vraiment présent, c'est de la très très bonne qualité, mais par contre, le truc, c'est qu'il faut utiliser des lecteurs qui sont bien pris en compte. Donc, si vous voulez l'acheter, j'espère que vous utilisez un des lecteurs qui sont gérés nativement. Je ne sais pas comment j'ai contourné cette limite-là, et c'est plutôt chiant. Néanmoins, c'était très intéressant, ce qui fait qu'en termes de son, réellement, il y a quand même un énorme travail. C'est pas le meilleur DAC qui est possible de trouver chez Vivo. Il y a encore mieux avec les Vivo Nex S, et ça pourrait être encore plus intéressant de tester. On sent une claire différence avec n'importe quel autre smartphone, ça c'est évident, et les meilleurs que le Meizu 16e. Ce serait intéressant de comparer au 16e Plus, mais comme il n'y a pas de rang global, ça risque pas d'arriver. En tout cas, une bonne découverte, mais malheureusement entachée par une gestion logicielle au ras des pâquerettes, et clairement, ça m'a gâché mon expérience un peu, il faut le dire, parce que on a cette limitation et j'utilise des lecteurs qui ne sont pas pris en charge par Vivo, et ce qui fait que j'ai dû trouver des solutions pour les utiliser correctement. Donc clairement, j'avais pas ce côté un peu transparent que je peux avoir avec le Meizu. C'est un peu dommage, mais en tout cas pour les audiophiles qui ont des fichiers chez eux en natif, vous allez vous éclater avec le stem, avec le lecteur de base. Vous allez vraiment en prendre plein la tête aussi, comme n'importe quel smartphone audiophile, parce qu'il est quand même meilleur que le Meizu 16e, et ça, il faut quand même l'appuyer. Pour finir, parce que j'ai dit beaucoup de choses, vous avez, alors voilà, on peut, par exemple ici dans le lecteur, on peut activer et désactiver l'IFI ici, mais vous avez tout un système ici qui est un petit peu comme ce qui est proposé par Meizu, où on peut avoir un effet sonore lointain, donc un côté un peu concert qu'on peut avoir ici, et ça, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt pas mal. C'est à peu près de la même qualité que ce qui est proposé par justement Meizu, mais il y a un petit peu plus de petites choses. Et alors, on a 2 fois concert, mais à mon avis, ça doit être 2 choses différentes. Je vous avoue que j'ai pas tous testé, mais j'ai testé un mode concert qui est en général un peu difficile à faire, et c'était plutôt convaincant. On a un égaliseur qui est en plus de ça sur 10 bandes, donc ça, c'est plutôt sympathique, et ce qui fait que, pour le coup, vous allez pouvoir le gérer comme vous voulez. Ça, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, après, c'est totalement indépendant. Donc voilà un petit peu, par contre le rock n'est pas... Ah voilà, le rock, voilà un petit peu ce qu'on peut trouver. Mais voilà un petit peu là-dessus, donc vraiment pas de souci. On a un égaliseur qui est de qualité, forcément pour les audiophiles, c'est largement mieux que ce qui est proposé par la plupart. L'adaptation casque, là ça va proposer des casques avec lesquels c'est compatible. Donc voilà, une partie son bien complète, mais au moins c'est dit là-dessus. On va pouvoir passer à une partie photo un peu moins complète pour le coup.
Pour la partie photo, pas de capteur avant, on est seulement sur un capteur arrière. Alors on a ici en fait deux capteurs, on a un IMX 363, donc ce qu'on voit dans les téléphones haut de gamme, en gros ce qu'on voit dans le Pixel dans le Pixel 3, et on a aussi un Omnivision de 20 mégapixels, ou 24 mégapixels qu'on peut voir, donc c'est le OV2K10 qui va permettre en gros des photos qui sont censées faire des photos plus détaillées, et en tout cas aider au portrait. Ce qui fait que, alors, il y a des petites choses sympas à dire déjà au niveau de l'application. Alors, on a Google Lens qui est présent, donc c'est fait pour scanner des QR codes, etc. C'est déjà présent. Vous avez le retardateur qui est présent. Vous avez bien sûr des filtres, avec un filtre automatique. Donc ça peut être sympathique. Vous avez le côté pause, donc là on peut... hop, ça va nous proposer style similaire. Donc en fait, il va nous dire un petit peu... Il va nous proposer des pauses qu'on peut faire et en fait avec la personne en face, on va montrer tiens, il faudrait que tu te mettes mieux comme ça, plus comme ça. Voilà. Donc c'est une petite chose toute bête. La chose qui peut être un peu plus sympa, donc pour aider la personne en face, vous pouvez activer le deuxième écran. Comme je vous dis, c'est un peu limité en termes d'utilité. Néanmoins, quand vous prenez une photo en face et que la personne veut savoir ce que vous prenez en photo pour être sûr que tout est bien pris, eh bien vous avez quand même le retour, et vous avez le retour sur un écran qui est quand même assez grand, et ça c'est plutôt cool. Donc ce qui fait que c'est toujours ça de prix, et je trouve que justement ça permet d'avoir ce retour-là, c'est un petit plus. Ici vous avez hop, le mode flou portrait, bon ça c'est logique. Alors voilà, là on peut choisir d'avoir des photos en 19/9, donc ça c'est autre chose. Vous avez en haut l'image dynamique, donc live photo, donc c'est-à-dire qu'en gros vous allez avoir quelques secondes de prix avant qui va enregistrer en plus de la photo. Un mode portrait, bon ça c'est tout à fait normal, le HDR qui est actif par défaut. Vous avez encore d'autres modes, vous avez retouche du visage par l'intelligence artificielle, donc bon ça on comprend bien. Le mode nuit comme ce qu'on peut retrouver sur les OnePlus et Oppo et tout le monde en fait. Le mode panorama, on a un petit mode pro pour s'éclater, donc ce qui fait qu'on va pouvoir recommencer à 50 d'ISO, et on pourra un 2 millième, donc voilà un petit peu pour ce genre de choses qu'on peut trouver. Ensuite, hop, on va aller à droite. On peut prendre des vidéos en 4K. Donc 4K, hop, ici, ce sera, s'il veut bien, hop, en 4K 60 fps. Donc ça, c'est plutôt cool, pardon, d'avoir ce choix-là. Il est vrai qu'on n'a pas forcément cette possibilité. Donc soit après, on peut choisir... C'est assez bien fait. Là-dessus, je trouve que c'est vraiment complet et c'est assez bien pensé. C'est beaucoup mieux pensé, par exemple, que ce que propose Huawei, où c'est vraiment, pour le coup, avec le Nord V20, c'est fouillis. Dernière chose qu'on peut faire, et là c'est un peu moins clair par contre, alors si on se remet en mode photo, c'est qu'on peut prendre une photo. Donc ici on va voir donc tous les trucs qui est possible, et on peut ici avoir le 24 mégapixels, ou ici, hop, donc le 24 mégapixels qui d'ailleurs ouvre aussi à 1.8. Dans la réalité, je le trouve pas forcément bien meilleur. Après, dans certaines situations bien lumineuses, il sera un peu mieux. C'est surtout ça en fait. C'est surtout que dans les situations lumineuses, avoir plus de pixels, c'est bien. Les Omnivision n'ont jamais été très performants. Dans la réalité, il faut avouer que comme j'ai pas forcément apprécié le smartphone personnellement, que ce soit la surcouche ou l'idée en elle-même, j'ai pas forcément fait beaucoup de photos. Néanmoins, l'appareil photo, en tout cas, c'est le même que ce qu'on retrouve un peu partout, donc Pixel 3, etc. Ça semble un peu moins optimisé que d'autres smartphones qui ont le même capteur, mais globalement, ça se défend plutôt bien. On a un capteur qui a des couleurs qui sont plutôt bonnes, avec pas mal de détails, mais c'est pas, je le trouve pas non plus extraordinaire. Mais globalement, il se défend bien. C'est juste pas le meilleur, c'est pas le plus optimisé. Vivo n'a jamais été non plus l'un des meilleurs en photo. Il se défend plutôt bien, mais il est clairement, par exemple là-dessus, sur la Tour Eiffel, ce qu'on peut voir, c'est clairement, c'est pas du tout la même chose. Alors que pourtant, j'étais bien en 12 mégapixels, mais on n'est clairement pas sur la même qualité que ce que proposent les Meizu 16. On voit qu'il y a énormément de bruit et que le lissage est assez mal fait. Ce genre de choses un peu particulier. Par contre, le mode nuit, lui, fonctionne bien. Donc c'est toujours ça de prix. Mais clairement, on n'est pas du tout sur la même qualité que les plus haut de gamme que l'on peut trouver en termes de photos. C'est pas exactement la même chose, c'est pas aussi détaillé, c'est pas aussi bien fait. Mais néanmoins, l'appareil est plutôt pas mal dans la vie de tous les jours, et ce qui va vous permettre, et c'est surtout ça le truc sympathique, c'est d'avoir le selfie, une selfie de très grande qualité, puisque ça va être le selfie avec l'écran au dos. Et donc ce qui fait que vous allez pouvoir faire des belles photos, ça
C'est quand même, c'est vraiment pour ceux qui sont fans de selfie. Là, vous allez avoir des photos détaillées, très détaillées même. Clairement, j'ai pu faire des belles photos de moi. Des belles photos de moi retouchées aussi avec la retouche du visage où on voit pas mes problèmes. Et on voit surtout mes problèmes de fatigue. Donc, ce qui fait que c'est toujours ça de prix. Voilà, en gros, je n'ai pas fait énormément de photos, mais qui sont quand même assez larges en termes de qualité. Donc, on peut voir un peu de tout. Ça reste un appareil photo qui, globalement, on est sur la moyenne de ce qu'on peut proposer un IMX 363. Ça reste quand même mieux que ce que propose le Zenfone 5Z. Alors, je ne sais pas si ça a amélioré depuis. Il reste quand même un peu plus détaillé, mais il reste un peu moins détaillé que ce que propose le Pixel 3. Alors, forcément, c'est l'un des meilleurs, mais même par rapport à Meizu 16, je le trouve un poil moins bon. Mais après, on est sur un 12 mégapixels et IMX 363 a surtout un problème de plage dynamique sur la plupart de ces smartphones. On peut le voir. Mais après, il est bon dans toutes les situations. Il est juste moins bon que la plupart des IMX 363. Est-ce que ça va se régler avec des prochaines mises à jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est quand même intéressant. Et en plus de ça, donc, il est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi stabilisé. Donc on a une stabilisation optique qui est d'ailleurs tout le temps active. Ce qui fait que quand vous faites des photos en mode pro, vous pourrez utiliser cette stabilisation optique pour faire des poses plus longues en s'appuyant sur justement cette stabilisation optique pour pouvoir faire les poses plus longues et que ça reste net. L'autre chose aussi, c'est que il n'y a pas beaucoup de smartphones qui permettent de faire de la 4K 60 fps. Et là, en tout cas, Vivo le propose. Et en plus, il le propose avec une stabilisation optique, ce que ne propose pas, par exemple, le OnePlus 6T, puisqu'il n'a pas de stabilisation optique. Et l'Oppo Find X, lui, ne propose tout simplement pas de 4K 60 fps. Ce qui fait que ça en fait quand même un des rares smartphones qui a cette possibilité-là de shooter en 60 fps en 4K. Donc c'est quand même sympathique de ce point de vue-là. Pour l'autonomie, ça a été encore plus compliqué qu'un Oppo de déterminer l'autonomie. Très honnêtement, je dirais que c'est entre 7 et 9 heures. Mais c'est super compliqué parce qu'il n'y a strictement rien pour me dire l'autonomie du téléphone. C'est-à-dire que, au moins sur le Oppo, je pouvais calculer avec le nombre d'heures d'utilisation de l'application. Ici, je ne l'ai même pas. J'en ai le minimum. Donc, c'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas faire moins en termes d'informations sur l'autonomie. J'ai essayé de trouver des trucs, mais j'ai rien trouvé pour pouvoir calculer l'autonomie, donc c'est totalement à la louche. Et je dirais qu'on peut faire entre 7 et 9 heures, donc Vivo est plutôt bon là-dessus, on est sur une batterie de 3400 mAh, et donc ce qui fait que, bah voilà, c'est correct, c'est pas mal du tout même, c'est bien optimisé, mais, alors 3500 mAh, pardon, mais malheureusement, j'ai rien qui me dit est-ce que j'ai une bonne autonomie ou pas, à part un jugement très très basique, donc ce qui fait que c'est un peu dommage. Pour la charge, on est aussi sur une charge rapide, donc charge très rapide, pas de souci là-dessus, il va recharger vraiment rapidement, ce qui fait que c'est un peu similaire à ce que fait Oppo, mais en un peu différent. Donc pas de souci là-dessus, hop, vous aurez une charge vraiment très rapide, donc comme ce qu'on a à peu près partout, donc pas de souci de ce point de vue-là, voilà. Mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus sur l'autonomie exacte. Pour la partie benchmark, donc on est sur un Vivo avec 10 Go de RAM, un Snapdragon 845. Donc on fait un score de 2368 et 8356. C'est pas le plus rapide que j'ai eu. En général, quand il est vraiment débridé, ça va être plus autour des 9000. Là, on est un peu moins, donc il doit être un petit peu bridé au niveau des fréquences. Après, en soi, pas grand chose à dire de plus au-delà de ça. Donc on est sur quelque chose d'assez basique. Voyons voir le comportement du processeur. Au niveau de la partie CPU Photal, donc là on voit que c'est pas très très stable. Il y a une chute un petit peu brutale à un moment donné. Néanmoins ça reste plutôt bien puisqu'on est à 86%. C'est pas le meilleur que j'ai vu, mais ça reste plutôt stable. Donc c'est plutôt une bonne chose. On peut voir un petit peu plus en détail. Donc on peut voir quand même que ça descend au fur et à mesure. On a une petite chute un petit peu incompréhensible à ce moment-là. Donc voilà un petit peu dans les choses à montrer. Au niveau des scores chez Fixbench, là on est sur quelque chose qui est plutôt sympa puisque ici on est sur un bon score. Alors on commence à 3200 et au bout d'environ 10 minutes, donc c'est ça, il redescend et au fur et à mesure des tests il descend jusqu'à à peu près 23 minutes où il va descendre à 2975.
C'était plutôt un bon score, donc c'est vraiment pas mal de ce point de vue-là, puisque là, on est sur l'un des meilleurs scores, vu sur un Snapdragon 845. Par contre, le problème, forcément, qu'est-ce que ça va entraîner? C'est une autonomie très limitée, puisqu'on est à 124 minutes, ce qui est vraiment limite de ce point de vue-là. C'est après normal, plus on va à fond avec un Adreno 630, plus l'autonomie va fondre aussi, et c'est exactement ce qui se passe ici. Pour changer un petit peu de PUBG, on va parler un peu de... Hop. On va parler un petit peu d'asphalte pour le coup, puisque ici, hop, on aurait pu prendre le truc. On va montrer un peu les graphismes de Asphalt 9. Et donc on peut voir que visuellement, bah, c'est très bien, c'est pas mal du tout. Donc pas de souci à se faire de ce point de vue-là. C'est c'est la même puce, donc Snapdragon 845, bien évidemment, tout le monde connaît aujourd'hui. Ça tourne à fond, il n'y a pas de souci, c'est optimisé. Donc pas vraiment grand-chose à dire dessus aussi, c'est toujours la même chose. Alors, que penser de ce Vivo Nex Dual Display? Quelle est l'impression que j'en ai? Alors très personnellement, c'est un smartphone que j'ai pas vraiment apprécié. En effet, plusieurs limitations m'ont fait que forcément je n'ai pas apprécié personnellement. D'une part, le double écran, l'intérêt du double écran était vraiment très limité, il y avait un côté disproportionné, ça je l'ai déjà dit, mais je préfère le redire, il y a déjà ça. Ce qui fait que cette solution-là, cette nouvelle solution, en fait elle n'est pas si nouvelle et surtout, en fait ça en fait beaucoup trop pour ce que c'est, et ça apporte pas réellement une expérience utilisateur supplémentaire. Il y a le côté cool de pouvoir changer d'écran, mais sinon, même pour le côté photo, c'est disproportionné à mon sens. D'autre part, il y a aussi FunTouchOS. Pour ceux qui disaient que Oppo c'était 3 iOS, dont moi, je connaissais pas FunTouchOS. Et là, ça va beaucoup plus loin. Alors au moins, il y a les icônes de notification, c'est déjà ça. Mais clairement, le centre de contrôle, iMusic, V App Store, enfin, là-dessus, ça fait pas. J'ai pas l'impression d'avoir un OS haut de gamme en fait. Là où Oppo, il y a un côté beaucoup plus cohérent. Ici, c'est très particulier. J'apprécie vraiment pas, j'accroche pas. Il y a V-Music, ok, mais iMusic avec V App Store et iManager. Enfin, ok, oui, d'accord, vous aimez Apple, mais ne le montrez pas à ce point-là, quoi. Il y a un moment donné, les mecs essaient d'avoir un petit peu d'originalité ou de mettre à votre sauce sur tout le truc. Là, j'ai pas pigé en fait. C'est le genre de choses toutes bêtes, mais j'ai pas pigé. Après, le centre de contrôle avec la touche paramètres à côté de la partie luminosité, enfin, faut la trouver la touche quoi. Enfin, non, il y a vraiment des choses qui me plaisent pas et ce qui fait que vraiment la surcouche, j'ai pas du tout adhéré. Toujours dans la surcouche, mais sur la partie son, puisque c'était l'un des principaux intérêts aussi. Au-delà de la solution, c'était aussi découvrir Vivo pour la qualité sonore. Alors, il a une très bonne puce son et le son est excellent en soi. Mais alors, ne pas gérer toutes les applications de musique ou ne pas pouvoir les ajouter manuellement, c'est débile. Là où le LG V30 avait la possibilité en fait d'activer ou de désactiver dans le centre de contrôle, dans la barre de raccourci, la partie Hi-Fi, où le Meizu 16e, lui, c'est toujours actif, quel que soit ce qui est lancé, là non. Là non, ce sont des applications qui permettent de l'utiliser. Mais pour ça, il faut que ce soit pris en charge par FunTouchOS. Et ni Amazon Music, ni Cobos, ni Deezer, ni YouTube Music, mais YouTube l'est, sont pris en charge. Par contre, Facebook et Instagram, ok, mais on s'en branle de l'hi-fi dans ces applications-là. La qualité sonore, c'est de la merde sur ce truc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout la logique de cette façon de faire. Et ce qui fait que pour le coup, en fait, ça m'a cassé une bonne partie de mon expérience utilisateur. Vivo, c'est la musique et la photo. On en reparlera un petit peu après la photo. Mais pour la partie musique, on a une expérience utilisateur. Si on n'a pas Spotify ou Tidal, on n'en profite pas du tout. C'est débile. Donc malheureusement, ça m'a vraiment... j'ai dû trouver un moyen pour pouvoir utiliser les musiques que j'utilisais dans Deezer et les mettre dans les musiques, donc de les télécharger, donc de façon illégale. Alors oui, l'illégalité, tout ça, payer ses musiques en 2019, c'est incroyable, mais si, ça existe. Mais au-delà de ça, c'est surtout que c'est pas normal qu'on ait à faire ça pour un smartphone spécialisé dans la musique. Déjà, on devrait pouvoir soit ajouter manuellement les applications qui prennent en charge l'hi-fi, soit d'avoir comme le LG le côté où n'importe où sur l'interface on puisse activer ou non l'hi-fi. Que ça consomme plus, ok, mais faites ça intelligemment.
Parce qu'il y a plein d'applications de musique qu'on peut pas utiliser proprement. J'imagine bien, alors je sais plus ce que c'était comme application, mais il y avait des musiques pour un côté indépendant. Mais pour ceux qui sont indépendants, bah c'est la merde, quoi, parce que ça veut dire que pour ces musiques-là, bah, tu peux pas en profiter pleinement. Donc ce qui fait que clairement, c'est un peu bizarre comme utilisation de l'iFi, et j'ai pas du tout apprécié. Après, globalement, puis il y a aussi alors pour la photo, bon, c'est un peu plus basique, mais clairement, c'est tellement axé sur les selfies que ça déborde dans l'interface. Mais aussi, au-delà de ça, la photo en elle-même n'est pas incroyable. L'Omnivision, lui, fait des photos qui sont plutôt bonnes, mais ça fait pas du 24 mégapixels, en tout cas de chez Sony, ça n'a rien à voir. Et ou même de chez... maintenant, ils font pas de 24 Samsung, ça me dit rien en tout cas. Mais en tout cas, de ce que je connais de chez Sony, bah, ça n'a rien à voir. Et au-delà de ça, même le IMX363, c'est pas aussi bien, surtout que là, il arrive un peu plus tard quand même, il arrive en fin d'année, donc enfin, en tout cas, il est arrivé en fin d'année, et ce qui fait que la photo, c'est pas ultra maîtrisé. Après, on a l'habitude avec Oppo et OnePlus, mais je ne connaissais pas Vivo. Vivo, c'est un peu mieux. C'est quand même un peu mieux que chez Oppo et OnePlus. Mais là, t'as le haut de gamme, t'as la possibilité, et t'as tout le monde qui est passé dessus, donc tout le monde connaît cette APN, donc normalement, tu devrais faire des putains de photos avec. Eh ben non. Donc ça fait que j'ai un peu du mal là-dessus aussi. Mais au moins, il a la 4K 60 fps, ce que peu de smartphones ont. Et en plus, c'est stabilisé. Donc ça, c'est le côté positif. Même au-delà même sur les finitions, les finitions quand même, cette tranche-là, je pense que tout le monde, mais réellement tout le monde, me dira que c'est du plastique. Ça a le toucher du plastique, ça a la chaleur du plastique, parce qu'en général, le métal, ça réagit beaucoup au froid. Et là, non. Non, je sais pas si la peinture est particulière, mais il y a ce côté vraiment très plastique qui ressort, alors que c'est du métal. Et merci Jerry Everything qui l'a montré. Parce que sinon, j'aurais jamais pu deviner que c'était du métal. J'aurais dit que c'était du plastique et je me serais planté comme un connard. Et j'aurais dit une connerie un petit peu comme ce que j'avais fait pour Nokia. Mais réellement, ce smartphone est bizarre. Et Vivo est bizarre. Et ça me refroidit vachement. Et c'est là où, pour moi, bah, par exemple, Meizu ou LG font mieux. Parce que LG, pour la partie sonore et la partie photo, enfin, c'est déjà bien mieux. C'est mieux géré par LG pour le côté activation-désactivation. Et même le Meizu 16e aussi, il fait bien mieux. À part l'autonomie, à part le côté selfie, bah, ce smartphone-là, c'est un peu mitigé. Il faut vraiment aimer la solution, il faut être très fan des selfies pour vraiment en avoir un intérêt. Mais une fois qu'on a passé ces deux choses-là, bah, c'est vraiment limité. Donc, après, il y a le côté technologique qui est assez sympathique. Le côté iOS pour ceux qui aiment bien le côté iOS. Mais après c'est tout. C'est difficile vraiment de le mettre en valeur, ce téléphone. Je remercie quand même Phone Droid, pardon, ne pas mélanger. Phone Droid de me l'avoir prêté, mais malheureusement, c'est vrai que c'est un smartphone qui, bah, certes, teste des fonctions technologiques. Certes, il est très bon en termes de son. Il débrouille plutôt bien en photo. Il a un très bel écran borderless. Et une autonomie qui est très bonne. Mais personnellement, l'expérience utilisateur que j'en ai eu n'était pas très agréable pour diverses raisons que j'ai mentionnées avant. Et je m'amuse beaucoup plus avec un Meizu 16e qui est certes moins autonome mais mieux réussi sur les autres points. Et je crois que je m'amuserais bien plus encore une fois sur le LG G7 ThinQ par exemple que sur cet appareil-là. Pareil, il n'est pas très autonome, mais ce qui fait que le Vivo Nex S était vachement plus intéressant. Alors en photo, c'était pas non plus un truc de fou. Mais déjà visuellement, la caméra rétractable. Alors après, je sais pas pour le reste, mais là non, la Vivo, il faut s'occidentaliser là. Et puis même pour la gestion du son, je trouve ça incroyable d'avoir un truc comme ça, un système comme ça. Bref, merci à vous. J'espère que vous aurez apprécié ce test et bah, n'hésitez pas à regarder tous mes tests d'audio. J'en teste plein, donc n'hésitez pas et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.